Le syndicat des eaux de Volminster et environ a entamé en novembre 2024 d'importants travaux de renouvellement du réseau d'eau potable. Les 800 mètres de travaux dans Weiskirch ont été inaugurés la semaine dernière. Les travaux se font en plusieurs tranches. En gros, on a fait 2 tranches de travaux. La première tranche est en voie de finition, c'est-à-dire c'est Lengelsheim, Breidenbach, Volminster centre-ville, Weiskirch, nous sommes ici, et Eschwiller qui est en cours. On a commencé les travaux il y a 10 jours. Et la deuxième tranche sera Ormsüller et Nussweiler-les-Beach. Les travaux et les raccordements vers les habitations ont été rénovés. Donc là où les raccordements ont été faits il y a 10 ans, on a essayé de les laisser en PE, et les autres, donc on les a tous rénovés. Les travaux concernent 5 des 100 km de réseau d'eau potable de Volminster et environ. Les réseaux étant vieillissants, il était nécessaire de les rénover. C'est une canalisation qui date de 1952. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cassures. Et il faut aussi savoir que dans ces années 50, il n'y avait pas la circulation qu'on a aujourd'hui. Il y a pas mal d'agriculteurs, des voitures et tout ça qui circulent. Et à l'époque, on remblayait avec des pierres. Il faut savoir que la terre, elle travaille et tout. Et les canalisations, elles commençaient à casser et à fuir. Donc, il y avait énormément de fuites. L'eau est vitale et il faut l'économiser. Donc, on a commencé à faire les travaux, puisque dans 5 ou 10 ans, peut-être, les canalisations seront tous cassées et les petits villages que nous sommes ne pourront plus se permettre de faire de nouveaux réseaux. Le coût total des rénovations est d'environ 3 millions d'euros, dont 297 550 euros ont été subventionnés par l'État, 780 000 euros par l'Agence de l'eau et 200 000 euros par le département. Numéro 1, Lucas. Match de prestige samedi après-midi au stade de la Forêt de Mouterrouze. Il opposait les joueurs en maillot jaune de la réserve professionnelle du FC Metz à leurs homologues de l'US Reipertswiller en maillot rouge. Sur le terrain, léger avantage à l'équipe 2 du FC Metz puisqu'elle évolue en National 3, l'US Reipertswiller est elle engagée en Régional 1. Des personnalités de prestige ont donné le coup d'envoi fictif de la rencontre, les illustres anciens arbitres Robert Wurtz et René Lopez. En pleine préparation de la prochaine saison sportive, les joueurs des deux équipes ont livré un match plein d'engagement et de promesses au scénario inattendu. En première mi-temps, les deux formations n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets malgré quelques occasions de part et d'autre. En seconde période, par contre, les buts ont été nombreux. 1 minute à peine après le lancement de la deuxième mi-temps, Reipertswiller trouvait l'ouverture. 2 minutes plus tard, le gardien alsacien retardait l'égalisation messine, mais elle intervenait sur le corner suivant, un but partout à la 49e minute de jeu. Sur l'action suivante, Reipertswiller reprenait l'avantage à la suite d'une action pleine de classe. Plein d'audace, les Diables Rouges prenaient un avantage de 2 buts à la 57e minute. Moins de 4 minutes plus tard, Metz réduisait la marque, 3-2 pour Reipertswiller. Les Grenats poussaient pour égaliser, ils allaient finir par réussir à marquer ce 3e but à la 70e minute de jeu. Ce sont même eux qui allaient avoir le dernier mot, ou plus exactement le dernier but en leur faveur, à la 75e minute de jeu. Malgré d'autres tentatives, le score n'évoluera plus. À l'issue de la rencontre, tout le monde était ravi. C'est tout ce qu'on attend d'un match de préparation. Il faut qu'on reprenne du rythme, des repères. On avait un bel adversaire aujourd'hui en face de nous. On savait que ça allait être compliqué dans la possession du ballon. Mais globalement, je suis satisfait de la prestation qu'on a faite aujourd'hui. On joue avec une équipe très jeune. Donc c'est compliqué un peu pour nous contre les seniors en ce moment. Mais on est au final assez content du résultat, puisqu'en deuxième mi-temps, je crois que Reipertswiller avait peut-être pas le match complet dans les jambes, comme on dit, ou dans les pattes. Ils ont baissé un peu de rythme en deuxième, ce qui nous a fait un peu permis de revenir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était quand même mené 3-1. C'est très intéressant pour l'avenir, parce que ça va nous permettre d'avoir un petit peu de confiance, pouvoir travailler avec ces jeunes gamins. Cette rencontre sportive était organisée à l'occasion de la fête du village. C'était une attraction remarquée. On pensait que ça allait être une affiche alléchante et qui allait attirer un public assez nombreux. Et on n'a pas été déçus avec presque 300 spectateurs réunis aujourd'hui au stade de la Forêt. En plus, on a eu droit à un beau spectacle avec pas moins de 7 buts. 2 équipes qui ont pratiqué un football attrayant. Un match disputé dans un bon état d'esprit, engagé parfois, mais toujours dans un bon état d'esprit. Et on souhaite vraiment remercier le FC Metz et l'US Reipertswiller pour leur venue ici à Mouterrouze. L'AS Mouterrouze espère que ces deux équipes reviendront jouer ici l'an prochain. Les demi-finales Grimaud, des sensations fortes.
Le bon goût français au service des techniques américaines. Clap de fin pour le festival culturel Il était une fois. Le dernier des 8 spectacles avait lieu vendredi dernier au Moulin des Jubilaires. Le moment est donc venu de faire le point sur la 21e édition pour les organisateurs. Je crois que le bilan, vous l'avez. Lorsque vous regardez ces gradins qui sont pleins, une demi-heure avant le démarrage. Le bilan, vous l'avez lorsque vous voyez le sourire. Le bilan, vous l'avez lorsque vous voyez de manière régulière un certain nombre d'aficionados qui sont là tous les ans à tous les spectacles. Et donc, naturellement, c'est une vraie satisfaction aujourd'hui de voir ce festival continuer à rayonner, à se développer. Sans compter la dernière représentation, environ 4500 personnes ont assisté aux différents spectacles. Ils étaient environ 3500 l'an dernier. Certains ont découvert ou redécouvert les lieux ayant accueilli des spectacles grâce à ceux-ci. C'est le 3e spectacle, ouais. Il y en a que je connaissais, il y en a d'autres que j'ai découvert grâce au festival, effectivement. Et puis c'est connu pour faire de superbes spectacles, donc ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai toujours hâte d'assister aux contes. C'est terrible, c'est super, vraiment c'est une très belle initiative. En fait, on est venus ensemble à quasiment tous les spectacles de la saison. Alors non, on connaissait les lieux, hein. On connaît le Moulin des Jubilaires, Rohrbach on connaît, Götzenbrück on connaît également. Où est-ce qu'il y en avait encore? Beach également. Beach, après, mais on ne connaissait pas le Saint-Augustin. Voilà. C'est la première fois qu'on allait dans le lieu. Quoi, hein. Voilà. Vendredi soir, le public a pu assister au spectacle des demi-frères Grumeau, des cascadeurs un peu spéciaux. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec moi le chronomètre. Accompagnés de leur pick-up multifonction, ils ont présenté des numéros avec humour et décalage, comme le record d'apnée forcée, la nuque d'acier ou encore le saut de la mort à moto au-dessus d'une table enflammée. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, le temps sera encore incertain pour demain. En matinée, le ciel sera variable et les averses orageuses débuteront dans le courant de l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 12 à 15 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain, nous fêtons les Martes et il fera jour de 5h58 à 21h17. Passez tous une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans.
Harmingen célèbre la Zwiebelfest les 3 et 4 août. C'est la grande fête de l'oignon sous chapiteau. Entrée gratuite et soupe à l'oignon offerte pour tous dans une ambiance festive. Ici, dans la vallée de l'Erbsental, certains racontent qu'une chapelle desservie par les moines de Sturzelbronn aurait été construite en 1394. D'autres parlent de granges disparues, allant même jusqu'à affirmer l'existence d'un village entier anéanti durant la guerre de 30 ans. L'Erbsental, jalonné par quelques traces du passé, dont une belle chapelle, est un écart d'Egelsart entre les collines boisées du Bissenberg, de l'Abstberg, de l'Erbsenberg et du Rothenberg. Coulé dans le lit de la Rothenbach, le domaine d'une longueur de 3 km s'étend sur 33 hectares des deux côtés de la rivière. Il comprend un étang de 5,5 hectares, un cadre admirable pour les randonneurs. Alors, bien avant la construction de l'étang, en 1135, Saint-Bernard arrive à Bitsch pour rencontrer le duc de Lorraine, Simon Ier, et il lui propose, bien sûr, il parle croisade, et ensuite il lui propose la création d'une abbaye à Sturzelbronn. Le duc de Lorraine est tout à fait enchanté par cette idée. L'abbaye est immédiatement mise en chantier, la construction est mise en chantier. On termine en 1143, il arrive les premiers moines avec un abbé qui va les diriger. Ils font toutes sortes de corps de métier. Ils font même de la formation professionnelle pour les habitants d'ici, maçons, enfin bref, tous les métiers. Et ils se mettent à défricher des parties de forêt, les terrains les plus plats, comme ici par exemple, et à les mettre en culture. Et parallèlement à ça, compte tenu qu'ils ne mangent que du poisson et que de la volaille, ils partent donc dans la construction des étangs. Ils font des barrages sur les ruisseaux et c'est comme ça que sont nés beaucoup d'étangs dans le pays de Bitsch et dans la zone d'influence de l'abbaye de Sturzelbronn. Effectivement, Émile, parce que j'ai découvert un document de 1196 donc, qui confirme le don par Jean de Kirkel, seigneur de Waldeck, le château qui est juste à côté, qui donne beaucoup de forêts à l'abbaye et qui autorise les moines à faire construire l'étang d'Erbsental à la même époque. Voilà. Après, il faudra attendre 1736 pour voir le forestier Michel Gasser qui fera construire une scierie proche de cet étang. Le ruisseau de la Zinzel, un peu plus loin, alimente ce magnifique étang destiné à l'élevage des carpes et des écrevisses pour les moines de l'abbaye. Ces moines qui possédaient une dizaine d'étangs dans les environs. Donc, à la Révolution, les biens des moines de Sturzelbronn sur le site sont confisqués et c'est une opportunité pour Henri-Guillaume de Kreutzer, administrateur du district de Bitsch, qui est installé au château de Wolmester, qui acquiert l'ensemble du territoire en 1800. Son fils, Charles-Auguste, hérite de ses biens, de la scierie et de la ferme, mais il ne va pas les exploiter. Lui-même, il va donc engager des fermiers. À la mort de Charles-Auguste, son fils Charles-Auguste Adolphe va prendre la succession. Mais lui, c'est un vrai gestionnaire. On l'appelle le baron. C'est un riche marchand de bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il développe la scierie d'ici.
Il en crée une autre à 500-600 mètres d'ici, sur Alsinsel. Il en développe une autre à Lischbach, à environ 4 km d'ici. Et en plus, il développe un four à résine au Harzhofen, qu'on appelle ça. Il construit ici une maison de maître, une maison pour le personnel, une serre, une glacière, et le tout dans un état d'entretien absolument parfait. Où nous sommes d'ailleurs ici, Nous sommes ici au milieu de ce domaine-là. Les gens d'Egelshardt de l'époque appelaient ça un domaine merveilleux. Les allées étaient bien faites, il y avait des espaces verts, il y avait des gazons, il y avait des choses absolument merveilleuses. Lui, quand il meurt, sa fille, Hélène Julie de Kreutzer, va épouser Paul Bernard Dutreuil. Paul Bernard Dutreuil est député de la Moyenne. Pendant 6 semaines par an, la famille Dutreuil est autorisée par l'administration allemande, parce que nous sommes après 1870, à venir résider ici. En 1915, le domaine ici est placé sous scellé par les Allemands. Les Dutreuil ont été obligés de fuir en Suisse avec la complicité du maire et la complicité des 2 Dietrich, lesquels ils sont amis. Et de la Suisse, ils vont passer en France. Donc ça s'est assez mal passé. Il y a quand même aussi, Émile, des éléments de triste mémoire sur le site, hein, notamment des accidents. Tu parlais de cette fameuse Hélène. Tu peux nous raconter l'histoire du bazar de la Charité? Oui, Hélène Dutreuil donc, a été brûlée vive le 4 mai 1897 dans ce célèbre incendie, ce triste incendie du bazar de la Charité à Paris, au milieu de plus de 120 personnes. Brûlée comme elle. J'ai aussi en mémoire, en 1862, il y a eu une petite fête et 2 jeunes d'une vingtaine d'années qui ont un peu abusé de la boisson sont morts à quelques pas de là. Et puis, il reste ce dernier accident en 1920. Un autre accident, c'est-à-dire, c'est la vicomtesse Lavorse André Quatresols de Marolles, qui fait une chute mortelle depuis le rocher de Erbsenfels, à peu près 1,5 km d'ici, sur l'Erbsenberg. Elle était en visite ici, auprès de la famille Dutreuil, et elle décida d'aller se promener, avec sa fille d'ailleurs. Donc, elle a escaladé le fameux rocher, célèbre rocher de l'Arche, emblématique du pays de Bitche, et elle a glissé. Elle s'est agrippée à un arbuste, et les arbustes dans le rocher ne sont jamais bien ancrés. Hein? Donc les racines ont cédé, elle est tombée dans le vide, elle est décédée. Et les journaux de l'époque, on en fait part de cette actualité. Sur le rocher, on voit encore une croix blanche dessinée sur le rocher. Les moines ayant une cense sur place et des habitants, et comme beaucoup de censes, il y a la construction d'une chapelle sur le site dont on n'a plus aucune trace dès 1394. Alors la sœur du propriétaire, qui s'appelait Malvina, a fait reconstruire la chapelle en 1859, en 1860. L'abbé Cordier obtient de la part de l'évêque l'autorisation de lire des messes dans cette chapelle. À l'issue de la guerre, en 1945, le domaine ici est totalement ruiné, détruit par les bombardements, par les combats entre Allemands et Américains. Et la chapelle, le seul bâtiment qui reste debout, c'est la chapelle. Mais naturellement, elle est en très mauvais état, elle restera en mauvais état pendant un certain nombre d'années. Et l'abbé Langenfeld, qui est né ici en 1902, il est curé à Saint-Louis-les-Bitches, il vient ici très souvent pour se ressourcer. C'est
comment dire, le milieu de son enfance. Il arrive ici et il fait l'impossible pour restaurer cette petite chapelle. Le 14 juillet 1973, il rencontre ici la famille Ulrich Ilkirch qui lui offre une statue de la Sainte Vierge à poser à l'intérieur de la chapelle. Il continue à travailler, il est presque là, presque toutes les semaines, avec des seaux, avec toutes sortes d'outils et toutes sortes de matériaux. En 1987, il répare la toiture, il fait réparer la petite cloche qu'il trouve sous la toiture. En 1989, les deux Dietrich refont les fenêtres et les vitraux. Finalement, il existe encore un lien aujourd'hui entre les moines du Moyen-Âge et la chapelle, le site d'aujourd'hui. C'est, vous l'avez compris, cette formidable chapelle qui présente des éléments gothiques que vous connaissez, à savoir une construction en grès, fenêtre à ogive, oculus devant, clocher en bois et tuiles plates. Un autre événement qui est venu endeuiller le site, nous sommes à quelques mètres de la chapelle, cette croix d'août 1859 qui rappelle la mort tragique d'un jeune garçon de 15 ans, Alphonse Desebeck, fils d'un propriétaire de Zweibrücken. Il est mort, on suppose, à la suite de la gestion de grumes qui étaient entreposées sur ce site. Finalement, riche d'histoire, comme on l'a évoqué ensemble, l'Erbsental, c'est quand même un site emblématique du pays de Bitche qui mérite d'être redécouvert. Maurice Dutreuil, gendre de Charles-Auguste Adolphe de Kreutzer, vendit en 1935 la propriété de la famille de Dietrich qu'il la céda plus tard à mademoiselle Claude de Rarcourt de la vallée de Pimaudan. On dit dans nos villages que récemment, cette propriété qui est constituée très majoritairement par des forêts a été rachetée par le Crédit Mutuel.